la une ce soir, l'évacuation programmée de la tour sud du CHU. Après la série de malaises ressentis par le personnel hospitalier, la direction a annoncé l'évacuation partielle, voire totale de la tour sud. Les précisions d'Anne-Elisabeth Artsen dès l'ouverture de ce journal. Camille Galap tire sa révérence. L'ancien recteur a dressé un bilan extrêmement positif de ses 3 années passées à la tête de l'Académie de Guadeloupe. Vous entendrez dans ce journal sa réaction. 5 morts en moins de 15 jours. Les routes guadeloupéennes demeurent très meurtrières. Nous passerons en revue avec Linda Kayarzi les règles de sécurité collective à respecter pour se protéger sur la route. Et enfin, nous irons faire un tour à la première édition de la Royal Timoun qui se tenait au Royal Riviera du Gosier. 3000 m² d'exposition dédiée aux activités ludo-éducatives. De quoi rendre heureux les enfants en cette période de vacances. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Un hôpital qui rend malade. C'est un sacré paradoxe, bien que les faits n'ont pas encore été éclaircis. Les malaises qui ont touché le personnel du CHU de Pointe-à-Pitre inquiètent. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement s'est réuni hier après-midi. Il a émis un avis favorable à une évacuation partielle, voire totale des services de la Tour Sud. Quant aux représentants du personnel, ils réclament un plan d'action et menacent de faire jouer leur droit de retrait si un tel plan n'est pas mis en place rapidement. Reportage Anne-Elisabeth Artsen. Suite à une demande des représentants du personnel du CHU, un nouveau comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement s'est réuni hier. Les représentants du personnel nous ont fait valoir leur volonté exprimée, la volonté exprimée par les salariés d'un certain nombre, de pouvoir s'installer ailleurs provisoirement pour nous permettre, à nous, de réaliser tous les travaux de mise en conformité de l'hôpital. Et donc, c'est ce que nous avons discuté hier. Alors, la décision n'a pas été prise. Le CHSCT émet des avis. On s'est donné un rendez-vous la semaine prochaine pour pouvoir présenter nos solutions, enfin les solutions qu'on préconise, qui sont en cours d'élaboration. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de décision prise. La direction souhaite ainsi prendre toutes les mesures d'hygiène et de sécurité nécessaires pour le bon fonctionnement d'un centre hospitalier. Nous souhaitons, pour un principe de précaution, de nettoyer de fond en comble les unités de soins de la tour A. Ça, c'est très important parce que c'est la tour qui a été la plus proche du sinistre et il peut y avoir, et les analyses que nous pratiquons actuellement nous le diront, des éléments ou pas qui viendraient perturber le fonctionnement des services et la santé des gens. Nous, pour l'instant, les analyses sont bonnes. Les résultats sont positifs, tout va bien, mais on préfère être relativement prudent, plus prudent que nécessaire d'ailleurs, et avant de réintégrer totalement les services. Aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir réaliser des opérations tiroirs ou des opérations de transfert partiel sur le site du futur CGR, le Palais Royal. La direction du CHU devrait annoncer mardi prochain la décision de ce comité concernant la délocalisation de certains services du CHU après concertation avec la commission médicale de l'établissement hospitalier. Et au regard de toutes les difficultés que traverse le CHU au quotidien, avez-vous toujours confiance dans la qualité des soins prodigués au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre? On écoute vos avis recueillis aujourd'hui par Anne-Elisabeth Artsen. Oui, il faut faire confiance au CHU. Mais oui, il faut leur donner le temps de chercher les problèmes. Oui. C'est pas question de pas confiance, mais enfin, c'est grave parce qu'avec le feu qui a pris là, on ne sait plus. Les gens sont déjà de nature méfiante. Alors ils ne savent pas, sur quel pied danser, quoi. Mais je vais y rejouer s'il n'y a rien d'autre. Déjà, avant que c'était un petit peu délicat, mais là, non, pas du tout. Je serais bien obligée d'y aller, hein, il n'y en a pas d'autre. Et aux eaux claires, c'est complet. Donc, je n'aurais pas le choix. Eh bien non, on ne peut pas faire confiance en l'hôpital. S'il y a tous ces problèmes, même à partir des médecins, les usagers aussi, c'est pareil. Hein. Nous sommes tous des humains. Moi, je fais confiance aux Guadeloupéens qui sont compétents dans divers domaines, y compris celui de la médecine. Alors bien sûr, il faut leur donner les moyens d'exercer, les moyens de pratiquer. Non, je n'ai plus confiance. C'est vrai. Je dois vous dire franchement, j'ai peur. On meurt n'importe où, mais j'ai peur. Oui, je fais confiance à l'hôpital. Oui, je le fais. Parce que après la rue, là, il faut ranger l'hôpital là pour mettre. Parce que 2 mois que un garçon pour faire radio, il n'est pas arrivé à faire radio là.
Alors, arrangez, puis ça hospitaliser Guadeloupéens. Mais oui, puisque où ça qu'on va vous amener si vous n'avez pas d'autre endroit? Et c'est le centre alors. Il faut toujours faire confiance. Ils n'ont qu'à réparer, faire ce qu'il y a à faire et ça restera toujours là. Ma foi, oui, dans la mesure où il y a des soignants. Et quand je dis soignants, j'appuie sur le terme soignant. On a des personnes, des êtres humains qui ont à cœur le bien-être de l'autre. Donc ils font tout ce qu'il y a à faire pour, quelle que soit l'enceinte, même si on est sur une tente, on peut faire confiance au CHU. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques belles imperfections, il y en avait déjà avant, mais enfin, c'est dommage que ça nous soit arrivé, mais on peut, oui. Et c'est officiel, Camille Galap n'est plus le recteur de l'Académie de Guadeloupe. Avant de céder la place à son successeur, il a convié ce matin la presse pour dresser un bilan de ses 3 années passées à la tête de l'Académie. On écoute Camille Galap, interrogé par Moïse Dexter et Patrick Curie. Un sentiment de grande satisfaction et du travail effectué, voilà, un sentiment de service rendu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment un serviteur de l'État et des territoires. Et toute mon action réalisée au quotidien a eu plusieurs dimensions, notamment une dimension humaine, une proximité sur le territoire, porter des projets, valoriser l'action qui était menée ici ou là. Et nous avons beaucoup de talents sur cette académie. Et puis, gérer au mieux des catastrophes comme le passage de l'ouragan Irma et Maria sur les îles du Nord et sur la Guadeloupe, pour essayer de trouver des solutions adaptées pour que nos collègues se sentent soutenus par l'institution. Comme je l'ai dit à mon arrivée dans l'Académie de la Guadeloupe, tout ce que je souhaite pour les jeunes Guadeloupéens, c'est ce que je souhaite à mes propres enfants. Parce que les jeunes Guadeloupéens, mais les jeunes tout court, souvent ont d'excellentes idées. Il faut qu'on les écoute davantage parce qu'ils ont beaucoup d'idées intéressantes, innovantes à nous proposer. Et il faut que nous soyons ouverts et qu'on entende ce qu'ils proposent et qu'on soit en mesure de les accompagner dans la mise en œuvre de ces dispositifs. C'est vrai que je comprends la culture locale, je comprends les enjeux. Et j'ai toujours d'ailleurs une vision pour ce territoire et en tout cas une grande fierté de l'avoir accompli. Mais évidemment, comme je le dis souvent, c'est parce que ça a été un travail collectif. Et le président Harry Chalus a fait savoir qu'il aimerait que celui-ci rejoigne son équipe pour faire face aux grands défis et aux grandes réformes à venir en matière d'emploi, de formation et d'apprentissage. Et l'escalade de la violence dans les collèges se poursuit en Guyane. Au collège Maurice Duménil, des batailles rangées opposent 2 clans rivaux depuis plusieurs semaines. Et ce malgré une présence renforcée de la gendarmerie et des grands frères. Aujourd'hui, une famille soutenue par l'association Trop Violence est sortie du silence. Elle exhorte les autorités éducatives à prendre leurs responsabilités. Compte rendu de Gaël Oassim. Il y en a marre, c'est ce que s'exclamait la famille Jean-Baptiste ce matin lors d'une conférence de presse dans un hôtel de Cayenne. Accompagnée d'Olivier Goudet, cette famille se bat non seulement pour les violences perpétrées au sein du collège Concorde, mais aussi pour tous les parents ou personnes victimes de violences aux abords des établissements scolaires. Bon, en fait, je suis là pour trouver une solution par rapport à tout ce qui est la violence, mon enfant qui a subi des agressions au fond du collège et tout. Donc, moi, je suis en tant qu'agent au sein du collège, j'ai subi aussi de la violence de certains jeunes. Donc, comme j'ai dit, il faut trouver une solution pour tout ça, pour voir comment on peut avancer les choses, quoi. Comme j'ai dit, il faut qu'on arrive à un système, il faut que les gens se bougent. Quand il y a des enfants qui font agresser, il ne faut pas que les parents aient peur d'aller à la gendarmerie. Même venir au collège, il faut que ça cesse. Tu viens à l'école, c'est pour travailler, c'est pas pour se battre. Suivant de près les faits de violence, l'association Trop Violence entend bien faire entendre sa voix pour éradiquer ce phénomène. Aujourd'hui, nous demandons, Trop Violence demande clairement à la principale d'assumer et de faire son travail. Faire son travail, tout simplement, c'est de prendre à bras le corps le problème. C'est de fouiller les salles, puisque apparemment elle dit qu'elle n'a pas le droit. Nous demandons aujourd'hui au préfet, au recteur, au président de la CTG de se concerter et de mettre en œuvre des moyens en place pour pouvoir éradiquer totalement cette violence qui régit aux abords du collège. Souhaitant le meilleur cadre éducatif pour nos enfants, cette intervention ne sera certainement pas la dernière.
Et en Guadeloupe, les routes demeurent très meurtrières. En seulement 15 jours, pas moins de 5 personnes sont venues s'ajouter à ce sombre tableau. Pourtant, le respect de certaines règles permet de prévenir les risques d'accidents. Revue de celle-ci avec Linda Kayarsi. Tout d'abord, pas d'alcool au volant et portez votre ceinture de sécurité. Pour rappel, la conduite sous l'emprise d'alcool entraîne une perte de 6 points sur le permis, le non-port de la ceinture de sécurité, 3 points. Évitez tout comportement à risque, décrocher son téléphone, manger, boire ou encore fumer au volant. Entretenez régulièrement votre véhicule, accordez une attention toute particulière à l'état des pneus de votre véhicule. Respectez les distances minimales de sécurité, efforcez-vous également de respecter les limitations de vitesse. Vérifiez vos rétroviseurs avant de prendre la route ou de vous engager dans un carrefour. Faites aussi attention aux angles morts de votre véhicule. Toujours tournez la tête pour vous assurer que la voie est dégagée avant de manœuvrer. N'oubliez jamais que des piétons ou des deux roues peuvent vous surprendre à tout moment, des piétons et des deux roues qui doivent aussi être attentifs au véhicule et respectueux du code de la route. Enfin, redoublez de vigilance lorsque vous conduisez de nuit et par mauvais temps. Des mauvaises conditions climatiques représentent danger, quel que soit votre véhicule ou vos aptitudes en tant que conducteur. Et la formation aurait pu passer inaperçue. Hier, les avocats étaient mobilisés en France hexagonale pour dire non à la réforme de la justice voulue par le gouvernement. Pour nous en parler ce soir, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Guadeloupe nous a rejoint sur ce plateau. Maître Bernard Pancrel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la chancellerie a lancé 5 chantiers de réforme. La transformation numérique, la simplification des procédures pénales et civiles, l'organisation territoriale et enfin l'efficacité des peines. Cette réforme qui, selon le bon sens, est-ce qu'elle ne devrait pas finalement alléger les tribunaux? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Alors, ce qui nous intéresse, la réforme dans son esprit, globalement, sur le plan national, est une réforme qui affiche de très bonnes intentions. Il reste que toute réforme, et surtout quand il s'agit de justice, est faite à l'intention des justiciables. Et ce qui nous intéresse avant tout, c'est de savoir est-ce que cette réforme, dans les faits, sur notre territoire, aura l'effet escompté par le gouvernement sur le gouvernement central. Et nous, lorsque nous entendons la numérisation de la justice, je suis fort aise, mais déjà sur le plan des principes, je veux dire la justice est par hypothèse humaine. Numérisation, cela voudrait dire qu'on sera assez loin, puisque à la fois il y a la proximité qui est annoncée, que notre affichage de cette réforme, mais en même temps la numérisation qui par hypothèse, n'est pas véritable, ce que nous aurions conçu comme étant de la proximité. Mais ce que je veux dire surtout, pour numériser, encore faut-il qu'on ait un substrat numérique et qu'on ne soit pas dans la fracture numérique dans laquelle nous sommes en Guadeloupe. Si, effectivement, lorsque la justice, la numérisation sera lancée à grands frais et que sur notre territoire même, nous ne sommes pas prêts, puisque nous ne sommes pas prêts puisqu'il y a pas mal de zones blanches encore en Guadeloupe, malgré les efforts et les politiques publiques locales qui sont mises en œuvre tendent à résorber autant que faire se peut cette fracture numérique, mais c'est sur un plan qui ira sur au moins 1 an, 2 ans pour donner ces effets les plus importants et les plus immédiats. Or, lorsqu'on nous parle déjà de numérisation dès maintenant, il faut qu'on soit vigilant pour que véritablement qu'on ait cet effet-là et qu'on ressente cet effet positif. On comprend bien. Finalement, cette réforme pour vous, elle est bonne, mais elle ne prend pas en compte les réalités du territoire. Alors, nous avons profité effectivement de cette manifestation nationale pour faire valoir un certain nombre de revendications locales, puisque notre justice à nous, localement, a un certain nombre d'imperfections du fait du manque de moyens donnés à la justice, donnés aux magistrats, donnés aux fonctionnaires, donnés aux greffiers pour pouvoir véritablement exercer leur mission. Or, il se trouve que toutes ces personnes qui font tout ce qu'ils peuvent pour nous donner, le maximum dans leur activité quotidienne, mais finalement, on se retrouve avec des justiciables qui ne le ressentent pas. Pourquoi? Parce que... Maître Pancrel, on a du mal à comprendre. Vous parlez de plus de moyens. 13 nouveaux magistrats ont été installés au mois d'octobre dernier. Cela n'a pas permis d'apurer les dossiers?
exact, mais de toute façon, il y a des magistrats, mais il faut aussi les fonctionnaires, il faut les greffiers qui les accompagnent. Et vous savez, un magistrat qui rend une décision, la décision doit être authentifiée par un greffier. Il y a des postes qui ne sont pas pourvus. Et là, nous avons cette difficulté-là. Ça nous donne, il manque à peu près une vingtaine de postes. Ça nous a été dit dans toutes les réunions ou les rentrées solennelles. Nous sommes dans une situation où des bureaux, des postes des fonctionnaires qui partent à la retraite ne sont pas remplacés. Des bureaux sont déjà vides. Cela veut dire que l'accueil même du justiciable fait défaut par certains endroits et bien entendu, les avocats que nous sommes, qui sommes un petit peu le lien entre le justiciable et la justice, nous avons des difficultés à accéder à la justice. Il y a une certaine incohérence. On parle de peu d'hommes, de peu de fonctionnaires, enfin pas suffisamment en tout cas. Et pourtant, un nouveau palais de justice sera bientôt inauguré. Il fait pas moins de 6000 m². Il est aussi impressionnant par son architecture que par ses dimensions. Comment on explique cette politique? Alors, on ne peut que saluer le fait qu'il y ait un nouveau bâtiment avec des moyens modernes, etc. Mais ce qui nous intéresse, et là où nous devons être vigilants, c'est que les moyens surtout humains, soient au rendez-vous pour permettre à ce bâtiment de donner toute sa mesure. Et là, nous devons être particulièrement vigilants parce que nous aurons à nous demander est-ce qu'on aura suffisamment de postes, suffisamment de fonctionnaires, suffisamment de magistrats pour pouvoir véritablement que la justice soit rendue dans de bonnes conditions et surtout dans des délais qui soient raisonnables pour le justiciable. Maître Pancrel, cette réforme sera votée au Parlement avant les grandes vacances. Est-ce qu'on peut imaginer que d'ici là, les avocats se mobiliseront? Pour l'instant, ce qui est important, puisque le nœud de cette réforme, c'est effectivement la réforme de la carte judiciaire. On ne peut pas dire, pour ce qui est annoncé en tout cas aujourd'hui, que la réforme de la carte judiciaire nous touche directement, puisqu'il n'est pas annoncé dans notre ressort de suppression de juridictions, de tribunaux, etc. Mais nous aurions préféré profiter justement de cette réforme pour que nous soyons un petit peu plus dans la proximité affichée et en effectivité, par exemple, des endroits, puisque avec notre double, triple insularité, des lieux de justice, pourquoi pas recréer un lieu de justice à Marie-Galante, par exemple, puisque nous avons des situations où le droit nous oblige à avoir un lieu de rétention, un lieu de retenue, avec rapidement la possibilité d'avoir les gardes à vue, d'avoir les avocats à la garde à vue. Quand quelqu'un est gardé à vue à Marie-Galante, il est difficile qu'il soit assisté par un avocat, par exemple. Alors pourquoi pas avoir cette chambre détachée ou quoi que ce soit sur Marie-Galante, par exemple. Maître Pancrel, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ce soir, l'histoire de la Guadeloupe est caractérisée par une série de luttes syndicales, souvent réprimées dans le sang par le pouvoir. L'une de ces dates phares est celle du 14 février 1952, vous devez la connaître, dans la commune du Moule, alors que les ouvriers de l'usine Gardel organisent une grève pour obtenir une hausse des salaires. Ils se font tirer dessus par les forces de l'ordre. Bilan, 4 morts, 14 blessés. Quels souvenirs conservent les plus âgés, ceux qui ont été témoins justement de ces événements appelés le massacre de la Saint-Valentin? Patrick Curé et Moïse Dexter sont allés à leur rencontre. On les écoute. Le 14 février 1952, ce sont des événements quand même assez tragiques qui se sont déroulés au Moule. Effectivement, il y a eu des confrontations entre des ouvriers de l'usine de Gardel et les forces de l'ordre. Les raisons sont multiples. Mes parents ont connu cet événement, parce que mon père il a travaillé à l'usine de Gardel. Mais l'événement ne s'est pas fait le 14 février 1952, ça a été fait avant par rapport au planteur de la canne de Blanchette. Et après, ça s'est répercuté. Et après, les ouvriers de Gardel, ils ont grossi le truc. Et que là, les gens sont venus manifester. Et malheureusement, qu'il y a eu des innocents qui sont morts. Mon père, si vous voulez, dans ces temps-là, comme j'étais encore jeune, il ne voulait pas me parler trop, pour ne pas m'influencer dans les choses pour partir dans des dérapages. Les grands-parents tenaient ça, effectivement, mais tout le monde était obligé de cacher, pour tout le monde parce qu'à l'époque, on ne doit pas parler. C'était eux qui te mettent.
C'est eux qui te mettent. C'est blanc, c'est les mobiles, c'est les bidons, c'est eux qui te mettent. C'est les capteurs de mon physique. Quand nous avons dit que pour nous, l'habitat a changé. Les mobiles, les capteurs de mon physique. Les Guadeloupéens, ils les ont tués. Les Guadeloupéens, ils n'ont pas de faire grève, ils n'ont pas de faire rien. Ils ont revendiqué droit à peuple Guadeloupe. Et que les gens blancs viennent de capter mon physique pour empêcher de répondre à droit à grand en nous. J'ai entendu ces faits et ce sont des faits qui me frappent. Mais n'empêche que ces événements ont vraiment eu lieu sur le territoire du Moule, à proximité du boulevard Rougier et du cimetière du Moule. C'est vrai qu'en 52, je répète, je ne suis pas de la cité moulienne, mais je compatis à ces gens-là parce que moi, ayant vécu 1067 au niveau de la Guadeloupe, je pense que ce sont des choses qu'on devait éduquer aux jeunes, leur faire comprendre effectivement si nous sommes là actuellement, c'est que nos ancêtres, nos parents se sont battus à juste cause. Il se trouve que le 14 février, c'est un événement marquant de l'histoire de la ville du Moule. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes, nous le verrons. Les marins pêcheurs restent à quai malgré le retour au vert en Guadeloupe. Et puis ambiance festive et ludique, nous irons à la première édition de la fête royale à Timoun, à Gosier. Mais avant, de fortes rafales de vent sont ressenties en Martinique en ce moment. Elles atteignent par endroits les 100 km/h. Une météo normale selon Météo France. On regarde le reportage de Sandrine Claude. Un vent qui souffle plus que d'habitude et avec lequel Gildan doit aujourd'hui composer pour s'adonner à son activité préférée. C'est sans mentionner les pluies récurrentes depuis quelques jours. S'il reconnaît que le danger est bien là, le jeune homme est plutôt friand de ces conditions météo. On peut se faire surprendre souvent même. Par une rafale qui vient, on ne l'a pas vue et puis on tombe. Mais on s'amuse autant. Un renforcement du vent qui n'est pas non plus passé inaperçu auprès des professionnels du nautisme. Le vent, cette année, elle est beaucoup plus importante et ça a duré un peu plus longtemps. Donc je ne pense pas que ce soit les avants non plus. Mais par contre, la différence, elle est énorme. Si une masse nuageuse se rapproche davantage de nous, nous sommes obligés d'être vigilants sur la sécurité et aussi sur le fonctionnement. Des moniteurs qui doivent donc redoubler de vigilance, mais qui attribuent tout de même quelques avantages à ces rafales de vent. Plus de demande au niveau de tout ce qui est fonctionnement, tout ce qui est activité, tout ce qui est personne sur le site en lui-même. Au siège de Météo France, c'est d'ailleurs au Vauclin que les équipes ont enregistré les plus fortes rafales, jusqu'à 100 km/h. Le temps capricieux de ces derniers jours n'est pas pour autant considéré comme inédit. Ce n'est pas anormal puisqu'en fait le carême correspond donc à une période de temps sec et si on a du temps sec c'est parce qu'il y a un anticyclone qui s'installe, qui est plus ou moins fort sur l'Atlantique et suivant sa force le vent va être plus ou moins fort également. Mais c'est tout de même à un temps plus clément qu'il faut s'attendre pour ce début de carême. On a vu bien sûr qu'il n'y a pas de problème pour le moment encore avec l'eau et pour le moment voici pour la semaine prochaine et la fin du mois, là où on a une zone verte, c'est qu'on a toujours une tendance pluviométrique légèrement excédentaire. Excédentaire par rapport à la normale étant quand même une période sèche pour cette saison. Et on s'aperçoit que là où on a du jaune, c'est un peu de déficit par rapport à la normale. Donc il semblerait que mars s'annonce, le début mars, relativement sec, en fait dans les normes d'un carême. Ce week-end, le vent devrait se calmer, mais ce répit ne sera que de courte durée. Un retour aux mêmes conditions météorologiques est prévu dès la semaine prochaine. Et une forte houle également ressentie en Guadeloupe. Bon nombre de pêcheurs sont obligés de demeurer à quai et ce malgré le retour au vert. On écoute d'ailleurs le témoignage de l'un d'entre eux, Georges, interrogé par Linda Kayarsi. On peut sortir, voilà, donc c'est sûr quand on ne sort pas, il n'y a pas de pêche, donc il n'y a pas d'argent qui rentre. Voilà. Et puis, donc, ce sont des moments où on profite pour repasser les mains dans les filets, réparer les filets, faire les casiers, pour ceux qui font les casiers, voilà. Et puis, se dire en attendant que les choses se passent, quoi, que le mauvais temps s'arrête pour pouvoir repartir. Déjà, quand la météo donne le mauvais temps, c'est pas trop conseillé de sortir avec la grosse poule, quoi. Donc, il faut aussi penser à sa vie. C'est bien le poisson, mais la vie aussi est le plus importante, quoi. Voilà.
Et on retrouve le sourire dans ce journal avec la première édition de Royal Timoun qui avait lieu aujourd'hui au Royal Riviera à Gosier. 3000 m² d'exposition dédiée aux activités ludo-éducatives, les jeux traditionnels et même des ateliers de peinture végétale qui étaient proposés aux enfants. Enfin bref, tout pour les rendre heureux en cette période de vacances. Le reportage est signé Yvon Lemar. Ce nouvel espace d'attraction est le fruit d'un projet débuté il y a un mois. On a réfléchi un petit peu avec toute l'équipe du Royal Riviera et on s'est dit que pendant la période de carnaval, donc les enfants s'amusent, et juste après, on s'est dit mais il y a encore une semaine de vacances et on a décidé donc de proposer aux enfants 3 jours de folie, 3 jours d'amusement, d'animation, avec un parc d'animation vraiment exceptionnel. 3000 m² d'espace avec des activités ludiques allant du jeu de société aux jeux vidéo, en passant par les structures gonflables ou encore le concours de jeunes talents. Tout cela encadré par une vingtaine de personnes avec un accent particulier sur la sécurité. Ça c'est obligatoire, de toute façon quand on a les enfants, vous avez vu donc tout est sécurisé, on a des agents de sécurité à l'intérieur. Au niveau des jeux gonflables, vous avez également des personnes qui sont là pour surveiller les enfants, pour faire attention. À l'intérieur également. Donc au niveau sécurité, il n'y a aucun souci. On a l'habitude de toute façon de faire des gros événements au Royal Riviera. Donc on connaît un petit peu, donc on sait faire. Du côté des parents, les avis sont mitigés, mais on salue cette initiative. Une après-midi formidable pour les enfants. Je me suis aussi amusée. Comme je suis une grande fille aussi, donc j'aime bien m'amuser avec les enfants. Donc voilà. C'est une bonne chose pour les enfants. Mais on retrouve toujours un petit peu les mêmes choses. Au niveau, il y a beaucoup d'enfants, surtout ce week-end, il y a une seule maquilleuse. Mais au niveau des structures gonflables, c'est assez intéressant. Les enfants s'amusent beaucoup. Donc voilà, le prix est abordable. C'est super sympa, surtout pour les enfants. Ils profitent et puis ça permet de diversifier par rapport à tout ce qu'on trouve en Guadeloupe actuellement. C'est un concept intéressant. Après, il y a des activités qui manquent un petit peu, mais le concept en lui-même est intéressant. Du côté des enfants, on est très satisfait. On peut bien s'amuser. Et il y a plein de choses. Des jeux avec les sacs. J'ai regardé, j'ai fait du casse virtuel. Et là, j'ai fait du baby-foot. J'ai fait des jeux gonflables, des jeux vidéo et du baby-foot. De nouvelles activités sont programmées pour la journée de demain. La fermeture de ce Royal Timoun est prévue dimanche après-midi. Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, faites des réserves d'eau. Si vous habitez à Capesterre, les Saintes et Sainte-Anne, demain, Sainte-Anne, les coupures sont prévues chez vous dès 18h avec un retour à la normale le lendemain à 6h du matin. Dimanche, ce seront les communes de Capesterre et des Saintes. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à Capesterre-Bello au centre commercial Les Flamboyants toute la matinée. Lundi, le rendez-vous aura lieu au campus de Fouilleul à Pointe-à-Pitre. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce vendredi 16 février. Nous l'avons vu ce soir, la direction du centre hospitalier a annoncé l'évacuation partielle, voire totale de la Tour Sud, suite à la série de malaises ressentis par le personnel hospitalier. Et Camille Galap a tiré sa révérence. L'ancien recteur a dressé un bilan extrêmement positif de ces 3 années passées à la tête de l'académie. Richalus a d'ailleurs fait appel à ses services. Et puis 5 morts en moins de 15 jours, les routes guadeloupéennes demeurent très meurtrières. Nous avons passé en revue avec Linda Kayarsi les règles de sécurité collective à respecter pour justement se protéger sur la route. Et enfin, avait lieu aujourd'hui la première édition de Royal Timoun qui se tenait au Royal Riviera du Gosier. 3000 m² d'exposition dédiée aux activités ludo-éducatives. De quoi rendre heureux, en tout cas, les enfants en cette période de vacances, ce qu'il leur reste. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée, un très très bon week-end. On se retrouve lundi.